Voilà, bonsoir Vanessa Ngadikwa. Merci de renvoyer l'antenne ici à Lomé. Afrique Média y est fortement déployée, comme vous l'avez si bien dit, dans le cadre de ce grand rendez-vous, le sommet des chefs d'État et des zones, des deux zones, c'est-à-dire CEDEAO et CEAC. Ici, donc, les travaux vont débuter, notamment en ce qui concerne les chefs d'État dès demain lundi. Mais en ce qui nous concerne, nous avons préparé pour vous quelques éléments qui permettront de mieux cerner le sommet à travers la conférence et la réunion ministérielle qui s'est tenue ici il y a quelques heures. Et bien sûr, en co-présentation pour cette tranche de Lomé, nous sommes avec Manuela Siki. Merci Bachir, merci. Donc voilà, bon après-midi à vous également, de Vanessa Ngadikwa et aussi à vos invités. Alors nous sommes sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Nos deux experts sont avec nous. Avec eux, on va donc essayer d'analyser les différentes décisions qui ont déjà été prises ici dans le cadre de ce sommet CEAC-CEDEAO. Sans plus tarder, on va vous les présenter. Luc Michel qui est donc là avec nous. Bienvenue Luc Michel. Bonjour à vous Manuela, bonjour à Bachir, bonjour à Vanessa également et à mon ami François Bikoro avec qui nous partageons le plateau. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs d'Afrique Média et le faire du fond de l'Afrique, ce n'est pas la même chose que de le faire depuis Bruxelles ou Moscou. On a la chaleur du continent mais la chaleur des Africains. Je salue les collègues panélistes, mais surtout je voudrais remercier les très nombreux, cette fois-ci, téléspectateurs d'Afrique Média, puisque je ne suis pas venu depuis presque 6 mois en Afrique, qui m'ont salué pendant les différents vols dans les aéroports, etc. Ça a commencé dès l'avion de Vienne jusqu'à Addis Abeba. Je salue les frères burundais qui sont venus vous nous manquez. Je salue surtout les très nombreux Camerounais, puisque vous savez que le Cameroun, c'est le cœur des gens qui m'aiment en Afrique. Merci, merci à vous Luc Michel. Avec nous également François Bikoro. Bienvenue monsieur. Bienvenue surtout en terre africaine, qui est une terre qui sait recevoir, une terre qui est ouverte à l'humanité. Et surtout la chance et le défi que vous nous donnez chaque fois à Afrique Média de combattre ce paradigme qui voudrait que les gens parlent de l'Afrique sans y être. Et nous avons donc décidé avec Luc Michel d'être toujours présent parce que nous pensons que la présence permet de rassurer les uns et les autres sur la véracité de ce que nous disons, de comment nous présentons l'Afrique. C'est certainement difficile parce que c'est un sacrifice, mais il faut bien le faire. Donc moi je veux toujours remercier, encourager et féliciter mon ami, frère Luc Michel qui a pu démontrer à travers chaque fois sa présence ici parmi nous que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Il n'est pas de bon ton que certains pensent que l'Afrique est un continent en devenir. L'Afrique est un continent tout court, là où tout le monde doit venir puiser la force qui lui permet de se relancer. Je voudrais aussi féliciter ici Fort et Yadema, Yassimbe, qui en moins de 2 ans, après le fameux sommet de Yaoundé sur la sécurité maritime, a pu organiser avec l'Union africaine, l'ensemble des chefs d'État de l'Union africaine, tout un sommet ici. Et en moins de 2 ans plus tard, nous nous retrouvons ici pour encore discuter d'un sommet haute, celui qui empêche l'Afrique d'avancer, à savoir les questions de terrorisme, avec une nouvelle donne, c'est de permettre à la société civile et aux communautés locales d'y participer effectivement. Et je suis un homme très heureux de toujours être présent pour dire à l'Afrique, pour dire aux Africains, mais surtout pour dire au monde avec Luc Michel que l'Afrique bouge, qu'il y a des expertises qui permettent que l'Afrique avance et nous en faisons partie. Alors justement, François Bikoro, on va commencer donc par vous. On a écouté hier 2 grands discours, notamment celui du ministre Robert Dussier, qui représentait la CEDEAO, le ministre togolais des Affaires étrangères. À côté de lui, on a aussi écouté Régis Imongol Tatangani, le Gabonais, qui représente donc la CEAC. Alors, dans les 2 discours, il est revenu un mot, mutualisation des forces. Non seulement mutualisation des fonds, mais détermination des stratégies qui doivent être communes. Parce qu'il est évident que les 2 sous-régions sont certainement divergentes, mais pas différentes. Donc les stratégies communes nous permettent d'un retour à ce qui est commun aux 2, c'est-à-dire les questions de sécurité. C'est pour cela que les 2 ministres ont estimé qu'il faille que l'on travaille dans le sens d'aller
vers plus de stabilité, vers le retour à la sécurité et à la stabilité pour qu'il y ait une jonction tout à fait positive sur les vœux et les résolutions qui sont prises sommet après sommet pour permettre à ce que l'Afrique retrouve le chemin de la croissance. Donc il faut tirer un coup de chapeau pour cette recherche de convergence de vues parce que, comme l'a dit le ministre, ces deux communautés, malgré ce qu'on semble observer, franc CFA seul, langue seule, le ministre a dit que ces deux communautés sont intimement liées parce qu'elles sont des communautés africaines. Elles doivent donc faire tout un travail assez sérieux pour la sécurité en Afrique. C'est un problème pour la transhumance, pour la surveillance commune, pour des échanges. Il faut que la sécurité revienne dans la sous-région. Et on peut donc se réjouir personnellement qu'après ce vœu que nous avons exprimé déjà hier, que demain et après-demain, la sous-région Afrique centrale, avec autant d'expertise que j'ai pu percevoir dans la salle, et que lundi, que les chefs d'État puissent donc donner une force probante à ces résolutions qui seront prises par ces experts de haut vol qui ont estimé que l'Afrique a besoin que cela avance. Voilà. Dit François Bikoro, il faut que la sécurité revienne. Alors, Luc Michel, quelles peuvent être ces solutions-là pour un retour à la paix, pour un retour à la sécurité dans ces sous-régions? Écoutez, moi j'ai une réponse qui est une réponse panafricaine. Je pense que tout d'abord, ça doit se faire entre Africains et pas sous une influence quelconque occidentale. C'est là que je suis assez critique des projets qui existent actuellement, qui sont un peu imposés de l'extérieur. L'idée d'une synergie des forces, surtout militaires et sécuritaires, c'est la solution, mais c'est comme ça qu'est organisée l'OTAN, qu'était organisé le pacte de Varsovie, qu'est encore organisée l'alliance militaire autour de Moscou qu'on appelle l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective, à l'intérieur de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord la mutualisation qui est essentielle du renseignement. Ça ne sert à rien si on détermine des menaces terroristes à Lomé, par exemple, et qu'on n'est pas au courant à Libreville. Donc la mutualisation du renseignement, la mutualisation des moyens de transport, parce que c'est une des choses qui manque. L'Afrique, mais pas seulement l'Afrique, manque totalement de moyens de ce qu'on appelle de transportation des troupes. Il n'y a pas de grands porteurs, il manque des Hercules, il manque des hélicoptères. Et vous savez que c'est le grand problème de l'armée française elle-même, puisque l'armée française, elle utilise des porteurs allemands et elle loue aux États-Unis, c'est les grands porteurs, Boeing, etc. Donc, c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose, surtout, c'est c'est une idée du président Idriss Déby au départ, ce sont ces forces africaines intégrées, avec surtout une importance, la capacité de pouvoir poursuivre à travers les frontières les djihadistes, puisque vous savez que le djihadisme actuel, encore plus que celui des deux autres générations, c'est un phénomène transnational. C'est un phénomène qui ne reconnaît pas les frontières. Ce qui fait la capacité de nuisance de Boko Haram, c'est que Boko Haram, c'est une force transnationale qui est sur une partie du Tchad, une partie du Niger, du Nigeria, du Cameroun maintenant, qui a des racines géopolitiques et historiques dans un État transnational qui était le sultanat de Bordeaux, qui existait de l'an 800 à 1893, c'est les racines de Boko Haram, qui n'est pas surgi du néant. Et donc, moi, je vois toutes les opérations de mobilisation, je les vois d'un bon œil, à condition qu'elles débouchent sur des choses concrètes. Il faut surtout, si vous me laissez un dernier mot, il faut surtout que ces forces africaines ne soient pas arrêtées. Vous me permettez, Luc Michel, on va continuer dans ce sens justement, j'allais en venir, puisqu'on parle de mutualisation des efforts. Ces ministres-là ont parlé de la mutualisation dans le cadre des différentes stratégies régionales et internationales, mutualisation également sur le plan judiciaire, mais aussi sur l'institutionnalisation des financements des activités liées justement à la lutte contre le terrorisme. Écoutez, donc je disais, pour terminer, il est très important qu'on ne puisse plus être arrêté par une frontière. Vous savez qu'il y a 2 ans, l'armée tchadienne assistée de l'armée camerounaise était en train de détruire Boko Haram. Et ils ont été arrêtés à la frontière du Nigeria. Le Nigeria n'a pas permis ce qui est pourtant prévu en droit international, ce qu'on appelle le droit de poursuite, c'est-à-dire que les Tchadiens n'ont pas pu franchir la frontière et Boko Haram a largement survécu.
Maintenant, la dernière question du financement, il y a deux façons de le concevoir. Ou on continue à attendre le financement extérieur, États-Unis, Union européenne, etc., en sachant qu'on a beaucoup de promesses et peu de résultats, ou on essayera, mais là on est malheureusement nulle part, on essayera de déboucher sur un financement africain. Mais dans tous les cas, les économies d'échelle, c'est ça. Ça n'a pas de sens d'aller, par exemple, financer une activité au Nigeria pour qu'elle s'arrête à la frontière du Tchad. Il faut donc grouper tout ça, voir ce que ça peut donner, en sachant, parce que ça c'est mon regard critique, en sachant que ce qui empêche justement la constitution d'une véritable force africaine, c'était l'idée d'Idriss Déby Itno, qui serait en même temps le noyau d'une future armée panafricaine, c'est précisément la dépendance occidentale. Merci Luc Michel jusqu'ici. Et bien sûr, alors François Bikoro, on sait que plusieurs pays dans ces deux sous-régions sont en proie à ces questions de déstabilisation, des questions du terrorisme. Mais comment cela affecte-t-il, comment cela arrive-t-il à affecter les autres pays qui sont plus ou moins dans la paix, qui n'ont pas encore connu cela? Je pense par exemple au Gabon, en ce qui concerne la CEAC, le Gabon qui est entouré des pays qui tous ont été victimes d'actes terroristes. Et c'est le cas par exemple du Sénégal, lui aussi, qui n'est pas loin des pays comme le Mali et autres. Alors comment cela affecte-t-il ces autres pays? Ça, c'est le paradoxe de ceux qui pensent sécurité, paix et stabilité dans la sous-région. Ce qui demande au leadership de faire mieux, alors qu'en réalité, il faut tenir compte du fait que chaque pays, au moment où on lui demande pour sa survie de s'ouvrir aux autres, on doit lui donner les moyens et la possibilité, lorsqu'il s'ouvre aux autres, de balayer dans le subconscient les questions qui empêchent les autres d'avancer. Donc on ne peut pas demander, je prends le cas du Mali, on ne peut pas demander au Mali d'être ouvert aux autres communautés, alors même que les autres communautés lui reprochent le fait que ça va être comme un partage de sécurité et d'instabilité dans la sous-région. Donc le Mali, comme la République, comme la région d'Afrique centrale, a le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas poser les questions de libre circulation des biens et des personnes alors qu'on n'a pas évacué les questions d'instabilité et de sécurité. Quel que soit le bout par lequel on le prend, les pays dont on dit qu'ils sont des îlots de stabilité et de sécurité sont justement ceux-là qui se renferment sur eux par peur de rentrer dans le giron de la stabilité et de l'insécurité. Malheureusement, comme vous avez pu le noter tout à l'heure, ces pays, parce que partageant les mêmes frontières auxquelles on leur demande de s'ouvrir, ces pays, fatalement, s'il n'y a pas une union, une unité, une solidarité dans la mise en œuvre des matrices de développement, notamment de sécurité, d'insécurité, il est évident qu'on ne s'en sortira pas. Chaque pays doit se rendre dans l'évidence qu'il ne peut pas être seul. Au même moment où on demande à l'Afrique de s'ouvrir pour tout le monde. Mais je crois aussi, et c'est ça la beauté de ce sommet, c'est que l'intégration des peuples, l'intégration des nations ne peut se faire que dans l'arrimage de chaque nation et de chaque peuple à la nouvelle donne. Si on veut que tout le monde circule bien, il faut que les économies soient intégrées. Parce que les uns et les autres peuvent croire qu'on veut les amener dans un trou où ils ne sauront pas s'en sortir. Pour que les économies soient intégrées, il faut qu'il y ait une monnaie commune. Il faut que les gens ne continuent pas de faire une économie liée sur le néocolonialisme, c'est-à-dire qui ne permet que de faire vivre les économies européennes. Je prends un exemple. Le Mali, le Togo, le Sénégal, presque tous sont liés par les produits de rente. Ce qui suppose que lorsqu'on va leur demander d'être des économies intégrées, le cacao ne pouvant se vendre chez un producteur de cacao, l'arachide ne pouvant se vendre chez un producteur d'arachide, on reviendrait à la situation ante. Et donc seule la monnaie peut régler. Donc on ne peut pas demander à un pays d'être ouvert alors que son économie n'est pas inclusive. Monsieur François Bikoro, alors finalement, que valent donc ces deux sous-régions, CEAC, CEDEAO, à l'échelle continentale? Très belle question. Ces régions valent en termes de marché commun ce qu'aucun autre continent ne peut en avoir. Près d'une trentaine de pays et de nations dont les espaces sont les plus grands au monde. Quand vous prenez la RDC, vous prenez le Nigeria,
vous ne pouvez pas dire que ces pays ne sont pas importants en termes d'apport économique. Mais maintenant, il ne faudrait pas que le Nigeria ait peur d'être celui qui va s'occuper du grand RDC en termes de mise à disposition non seulement des moyens économiques, mais des moyens qui ne sont pas les mêmes. La RDC est un désastre économique, mais qui mérite de s'impliquer dans une économie globalisante. Celle qui fait en sorte que le manganèse, le diamant et tout ce que l'on veut. Mais on revient toujours à la question sécuritaire. Ce qui bloque les deux régions aujourd'hui, notamment la région d'Afrique centrale. Parce que reconnaissons quand même que même si ce ne sont pas des économies orientées vers celles dont nous avons besoin, c'est-à-dire des économies africaines, reconnaissons que la CEDEAO a assez avancé dans son intégration au niveau des peuples et des nations. La CEDEAO a beaucoup avancé au niveau des stratégies communes lorsqu'elles font face à une situation, qu'elle peut être sécuritaire, une catastrophe, le cas du G5 Sahel qui vient au secours du Mali, le cas du Cameroun qui vient au secours du Nigeria, le cas du Nigeria, mais c'est encore pas orienté vers une solidarité commune. Donc nous pensons à notre humble avis, et c'est d'ailleurs pour cela que ce sommet se tient, parce qu'il est en droite ligne de toutes les résolutions qui ont été prises, qui vont dans le sens d'amener les économies à s'imbriquer à la nouvelle donne, d'être au même niveau de compétences et de compréhension pour que chaque fois on évacue les questions de, j'allais dire, de reprise identitaire qui sont celles des gens qui disent nous on a le pétrole, nous on a la sécurité, on a la stabilité, est-ce que ça vaut la peine d'aller vers le voisin? Mais évidemment, et je termine peut-être par là, il faut quand même reconnaître que nous demandons trop à ces régions parce que ce que ces régions subissent au plan historique et de l'historicité des événements ne dépendent pas beaucoup plus des peuples de ces régions. Le terrorisme, il vient d'ailleurs, il rencontre une jeunesse qui est en proie à des questions d'emploi, il rencontre le genre féminin qui a des questions culturelles et culturelles. C'est un terreau ouvert. C'est pour cela que nous pensons que seule l'éducation, la communication et l'information peuvent être des armes assez fortes comme solution. Luc Michel, alors c'est justement, ou je vais dire malheureusement, hein, dans ces deux sous-régions qu'on retrouve les pays les moins avancés du continent. À quoi cela est dû, Luc Michel? Écoutez, il y a tout d'abord une chose, c'est qu'il faut lire les statistiques pour ce qu'elles sont. Et les statistiques, notamment du Fonds monétaire international, elles ne révèlent pas la réalité économique. Par exemple, il y a deux grandes économies, c'est le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, trois, qui sont dans les chiffres en expansion, mais ce sont aussi les pays en Afrique où existent les plus grandes disparités sociales et économiques. Par exemple, dans le Nigeria, qu'on présente comme un État en plein boom, on a laissé des régions entières. C'est notamment les producteurs de pétrole ne partagent pas avec les autres. Je citais le cas du sultanat de Borno, donc de l'État de Borno aujourd'hui, qui est un des États de la Fédération nigériane. C'est la raison du terreau de Boko Haram, c'est que cet État a été complètement oublié, avec une population humiliée, parce qu'elle a été, pendant cet empire de Borno, pendant 1000 ans, c'était l'ethnie dominante, et aujourd'hui, c'est une ethnie discriminée. C'est la même chose que les Touaregs au Mali. Je voulais simplement donner un correctif sur ce qu'a dit François. L'économie actuellement de la RDC n'est plus du tout un désastre économique. Il y a eu des taux de croissance entre 4 et 5%. L'État congolais, grâce à Kabila, est en train de se financer. C'est comme ça qu'ils vont notamment pouvoir dépenser 1 milliard de dollars pour les élections. Il faut aller dans le centre de Kinshasa. Il y a des quartiers pauvres, mais venez à Bruxelles ou venez voir les bidonvilles qui sont à la sortie de Paris. Vous allez voir des quartiers pauvres. Mais le centre administratif de Kinshasa, c'est l'équivalent du quartier de la Défense à Paris. Il y a des buildings, des larges avenues. C'était une précision. C'était une précision importante. Il y a une dernière chose que je voudrais dire. Contrairement au Nigeria, malheureusement, où les multinationales font la loi, le président Kabila, avec le nouveau code des mines, qui est un exemple pour toute l'Afrique, a mis au pas les multinationales. Toutes ces multinationales ont dû venir s'asseoir séparément à table avec Kabila, négocier. Il y a le nouveau code des mines, il restitue le bénéfice du sous-sol au peuple congolais. On a vu des minerais stratégiques dont la part de l'État est passée de 4 à 10%. Et surtout, il y a une disposition de la loi. Toutes ces multinationales
dans les minerais stratégiques, par exemple l'aluminium ou le manganèse, jouent en bourse. Alors, Et Michel, laissez-moi je suis une seconde. toujours avec vous. On a eu là, on s'est un peu trop focalisé sur la RDC. Je voudrais quand même revoir sur le plan global, parce que votre précision, elle est très importante. Et puisque nous n'avons plus que 5 minutes, on va retourner l'antenne à Douala. Alors, la précision ici, ou plutôt c'est un constat. 26 pays participent à ce sommet, et parmi les 26, 14 pays sont utilisateurs du franc CFA. Écoutez, vous savez que le franc CFA fait la faiblesse des économies africaines. Ça, c'est une réalité, mais c'est le piège caché de ce sommet, c'est-à-dire qu'il y a derrière ça là, la question de la monnaie unique de la CEDEAO que certains Africains, malheureusement, prennent pour un pas positif en avant. En fait, se cache derrière ça ce qu'on appelle le plan Macron-Zinzou pour sauver le CFA. De quoi s'agit-il? C'est un accord entre le roi du Maroc, entre Macky Sall, entre Alassane Ouattara, ancien directeur adjoint du FMI, et Macron. On ferait du franc CFA la monnaie unique de la CEDEAO, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Afrixit CFA, on aurait l'étendue de ce franc à d'autres pays. La France, parce que Macron est un homme intelligent, il a compris que les choses changeaient, est prête à abandonner le nom et même à ce qu'officiellement les mécanismes monétaires soient ailleurs. Au Maroc, par exemple, où existe l'empire financier de la banque Wafa, par exemple, qui aujourd'hui est la première banque financière et économique en Afrique francophone. Une fois ce franc CFA étendu à la CEDEAO, on en profiterait pour dévaluer le franc de la CEMAC, puisque n'oubliez pas que la CEMAC, ce sont les États rétifs à la France-Afrique. Le Tchad d'Idriss Déby Itno, la Guinée équatoriale d'Obiang-Nema Massogo, et aussi, pour ceux qui ne l'aiment pas, mais quand même il est considéré tel, le Cameroun de Paul Biya, qui est en train de se tourner vers la Chine, comme l'a expliqué Xi Jinping lors du voyage de Biya il y a 2 mois. À partir de ce moment, si vous le permettez, parce qu'il y a un piège dans le piège de la CEDEAO, c'est que si ça ne marche pas, c'est la fameuse dollarisation de la zone CFA. On remplace le CFA dans les 2 zones, CEMAC et CEDEAO, par le dollar. Le dollar garantit aux États-Unis, les Américains s'emparent de l'économie de l'ex-précaré africain. Et les lois américaines, puisque c'est tel quel, quand vous utilisez le dollar, les lois américaines deviennent compétentes, ce sont des lois universelles. Les lois américaines feraient la loi dans toute l'Afrique. C'est terrible. Alors, François Bikoro, nous sommes en train de sortir en 1 minute. Finalement, dans ce cas, lorsqu'on regarde, après toutes ces analyses, dans ces conditions-là, on a l'impression que la lutte contre, peut-être, pourquoi pas, la pauvreté, mais aussi la sécurité, justement, est perdue d'avance. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les populations attendent des solutions. Et il y a une sous-région qui a avancé dans la quête de solutions. Le sommet qui aura lieu est de savoir, dans les échanges qui auront été faits, comment la CEDEAO, malgré le fait qu'elle a réfléchi pour une autre direction, comment elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait une intégration des peuples. Ça, il faut le reconnaître, c'est un bon point dans la CEDEAO. Et de l'intégration des peuples, elle est en train d'aller vers l'intégration d'une monnaie unique. Par contre, les inquiétudes de Luc Michel s'estompent dès lors que la CEDEAO vient vers la CEAC, qui, elle, n'est pas composée que du franc CFA. Donc, elle va y trouver la meilleure économie que lui-même, il a définie tout à l'heure, celle de la RDC de M. Kabila. Elle va y trouver la meilleure économie qui est celle du Nigeria, qui n'est pas dans le franc CFA. Il faut évacuer dans le subconscient de nos expertises la peur du rencontre rendue du maître. Ils viennent pour que les inquiétudes s'évacuent. Les gens qui ont peur que lorsqu'on va diluer le franc CFA, est-ce qu'on va perdre ceci, on va perdre cela, ce sont des échanges qui vont être faits dans le sens de trouver un juste milieu entre justement ces gens qui ont avancé et dans l'intégration et dans la monnaie unique, et d'autres qui ont des économies assez fortes et redondantes. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, je termine par là, il faut se dire que cela ne peut se faire que lorsqu'il y a l'exemplaire, l'exemplarité et l'exemple. C'est-à-dire des gens qui amènent les peuples pour lesquels ils se battent, c'est-à-dire la société civile et les communautés locales à s'impliquer davantage. Et pour le cas de l'Afrique, ce sont les femmes
et les jeunes. Voilà. Merci à François Bikoro, merci également à Luc Michel. Je voulais dire un mot, c'est là qu'est le rôle du néo-panafricanisme et le rôle d'Afrique Média dans la prise de conscience. S'il n'y a pas ces masses panafricanistes, les chefs d'État qui veulent s'éloigner de l'Occident ne pourront pas le faire. Ceux qui le font actuellement, c'est parce qu'il y a des masses panafricanistes aujourd'hui derrière eux. Très bien. Allez, Mani, là. Merci. On a terminé, évidemment. Merci, merci Bachir, merci M. François Bikoro et aussi Luc Michel. Alors, Vanessa Ngadikwa, nous vous renvoyons donc l'antenne en confirmant effectivement que certains chefs d'État sont déjà ici à Lomé pour la rencontre de demain. Et bien sûr, nous serons donc sur le terrain pour couvrir cet événement et aussi offrir à nos différents téléspectateurs ces images et des informations sur ce qui va se dire là-bas à l'issue de cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC et bien sûr CEDEAO.